Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans ce nouveau Bat Talk, le 5e du nom, qui va être consacré à un sujet qui est assez d'actualité et surtout qui va nous permettre de faire le bilan de plusieurs mois et même années, il me semble, bien sûr, de Batman et de comics, puisqu'on va vous faire le bilan, notre bilan, du Batman Rebirth par Tom King et divers artistes, parmi eux Michael Ranin, Clayman, Rolf Fornes, bon, je vais pas tous les citer de suite, mais on en parlera certainement durant ce podcast. Et pour m'accompagner dans celui-ci, trois membres de la Team Batman Legends avec Aliénor Drake. Salut. Mais aussi Siegfried. Bonjour à tous. Et puis Peli. Hello. On va placer le contexte direct. On va décliner ce podcast en deux parties. La première qui sera une zone de non-spoiler, puisqu'on va essayer de pas spoiler les événements majeurs de ce run, en tout cas les derniers événements, parce que les premiers tomes, je pense qu'on peut en parler, mais on va essayer de rester plutôt free au niveau spoiler. Puis une deuxième partie qui sera totalement libre. Ça va être un gros bordel puisqu'on va pouvoir vous dire tout ce qui s'est passé dans le moindre détail. Alors si vous n'avez pas lu le Batman Rebirth, lorsque je sonnerai l'alerte, raccrochez vite ce podcast et revenez nous voir lorsque vous aurez lu ce Batman Rebirth. On enchaîne? C'est parti? Je vais faire un petit tour de table. Je vais commencer par Aliénor. Globalement, est-ce que ce Batman Rebirth est un bon run de Batman? Oui, pour moi, oui. Alors, je sais pas si c'est un bon run, hein, mais ça c'est objectif. Mais subjectivement, j'ai adoré. Oui, ici, on est dans la subjectivité. Hein, Ouais, bah ouais. Hein. J'ai adoré. Alors, j'ai pas encore lu la fin. Je suis arrêtée au tome 11 sur les 12. Oui, donc pour ceux qui nous suivent, lorsque Aliénor part, il faut que vous la suivez. Si vous n'avez pas lu tout le run. Voilà. Donc, non, j'ai adoré. Déjà, graphiquement, je l'ai trouvé absolument superbe. Étant donné que Michael Ranin est le dessinateur principal, et je suis admirative de la façon dont il dessine. Tout le scénario construit par Tom King, j'adore cette façon de voir l'histoire, enfin cette façon de raconter aussi. Même dès le début, la façon dont, enfin, surtout avec Bane et quand l'histoire avec Catwoman a commencé, j'avais moins apprécié l'intervention de Gotham et Gotham Girl. Ouais. Je crois que c'est ça, un Gotham Girl. Ouais. On reviendra sur ces personnages plus en détail, mais effectivement, c'est de nouveaux persos qui sont arrivés dans l'univers de Batman. Ouais, voilà. Ouais, la façon dont il fait le récit. Alors voilà. Après, on peut avoir moins apprécié certaines choses, mais franchement, moi, j'ai adoré quoi. Après, ça dépend des styles de chacun. Hein, Ouais, mais voilà. justement, je demandais la même question, je posais la même question à Siegfried. Alors, ce run de Batman par Tom King, Alors globalement, j'ai été très convaincu, notamment par le fait que Tom King envisageait dès le début, il savait exactement où il voulait en venir. Donc dès qu'il pose les bases de son run dans le numéro 1, il savait où il voulait en venir avec le numéro 100. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas dans les volumes précédents, où notamment chez Snyder est vraiment très connu pour ça, pour le fait d'avoir des arcs qui sont complètement inégaux, où ça commence par par un arc très fort qui est la cour des hiboux, il y a quelque chose d'assez fort dans le deuil de la famille, mais il y a des arcs aussi où il se perd complètement et qu'on a complètement oublié. Chez Morrison aussi, enfin il y a cette grande idée de la mort et du retour de Batman, mais il y a aussi des arcs, on sait pas trop où il va et on se demande même si lui sait exactement où il va. Là où chez King, dès le début, il a un projet avec Batman et ça il l'a d'emblée annoncé à DC et il va régulièrement voir les chefs de DC pour leur demander de valider telle ou telle idée. Et c'est justement un peu frustrant, c'est que peu avant à peu près vers le numéro 75, on lui a dit en fait tu pourras pas faire 100 numéros, tu t'en feras 85. Donc on sait pas. Parce qu'à la base, il faut dire que c'était prévu pour 100 numéros. Ouais. C'est ça. Donc on sait pas à quel point lui il a voulu cette décision ou à quel point il l'a subi. Toujours est-il qu'il annonçait depuis le début 100 numéros et il annonçait qu'il allait y avoir un twist énorme vers la fin et qu'il avait balancé l'idée à Warner puis à AT&T en pensant que ça passerait jamais et qu'on lui avait donné carte blanche. Donc il était vraiment épaté à l'idée de pouvoir nous donner ça et on sait pas
même en ayant vu ce qui se passait à la fin de son run, on ne sait pas si vraiment il a pu aller, il a fait ce qu'il voulait. Donc il y a cette petite frustration qui fait qu'on ne sait pas à quel point c'est abouti, à quel point ça correspond vraiment à sa vision. Et donc on attend ce qui va suivre, le Batman Catwoman qui est annoncé depuis très longtemps et qui semble être assez en retard. Mais dans l'ensemble, j'étais convaincu, notamment exactement comme ce que disait Aliénor, par la dimension graphique du titre. Parce que c'est assez fou, en fait. J'ai l'impression qu'on n'a jamais vu ça. Enfin, Tom King a une capacité à tirer des dessinateurs avec lesquels il travaille le meilleur. Même Ranin, qui est un bon dessinateur, il a jamais été aussi bon que chez King. Il y a Mitch Gerard, chaque fois qu'il travaille avec King, c'est assez miraculeux. Il y a Clayman qui donne aussi vraiment son meilleur. Il y a Tony Daniel, il y a un peu de Fabok. Bon, Finch, j'étais un peu moins fan. Joel Jones aussi un peu moins, mais Lee Wicks qui est vraiment extraordinaire, Travis Moore qui est extraordinaire. Enfin, il travaille vraiment avec une équipe dont qu'il parvient à rendre vraiment impressionnante, même des dessinateurs. C'est vrai qu'on a cette ce ressenti-là où on sent que il ne fait pas chaque chapitre de la même manière. Il s'adapte aussi aux dessinateurs qui travaillent avec lui sur les différents chapitres. Et là où je trouve une vraie vision d'auteur, c'est qu'on reconnaît, malgré le dessinateur, des vrais tics de scénaristes, y compris cette manière d'avoir des planches surdécoupées où on a 9 cases qui sont presque identiques avec un personnage d'une posture un peu différente et qui commence assez sûr de lui, qui est brisé à la fin. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve quel que soit le dessinateur, ou une certaine manière d'agencer l'intrigue où on a soudain une analepse ou une prolepse et on revient en arrière. Ou il y a vraiment une manière de penser le cadre qui semble ne pas être dû au dessinateur, mais au scénariste lui-même. Donc il y a vraiment un impact graphique et qu'il y a vraiment eu des exigences assez fortes apparemment vis-à-vis de ces dessinateurs, puisqu'on les retrouve quels que soient les dessinateurs, et ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très impressionnant, parce qu'il me semble que ça fait très longtemps, peut-être qu'on n'a jamais vu sur de la continuité de Batman, et même sur la continuité d'un gros super-héros comme Batman, une patte scénaristico-graphique aussi puissante, et c'est vraiment très impressionnant. C'est aussi ce qui déçoit un petit peu sur la fin, on y reviendra probablement, mais où on sent un peu moins ce côté expérimental qui faisait vraiment la force de certains numéros de King, et qui fait qu'il y a pas mal d'arcs et même pas mal de fascicules de ce run qui sont vraiment inoubliables sur Batman. Donc on n'aime pas. En tout cas, il y a quelque chose qui, du point de vue de l'auteur, de la personnalité qu'il parvient à imposer sur Batman, qui est vraiment très très forte. Et graphiquement, c'est vraiment c'est assez inoubliable. Donc moi, je suis assez convaincu par ce run, avec des inégalités, on y reviendra, mais quand même globalement, c'est un run qui est très fort sur Batman et assez incontournable pour qui aime le Chevalier Noir et aime voir un auteur réfléchir sur le Chevalier Noir. Ok, ben oui, c'est vrai que c'est un run qui aura marqué de son empreinte l'univers de Batman, et pour plusieurs raisons. On y reviendra effectivement durant ce podcast. Peli, même question pour toi, c'est un run que tu as aimé ou pas? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de lenteur, de grosses lenteurs en plein milieu du run, au niveau du mariage, un peu avant et un peu après, des lenteurs assez. Alors après, je sais pas si c'était le rythme de publication français qui faisait qu'on avait l'impression que c'était des lenteurs. Je pense qu'en VO, ça devait moins se ressentir, mais en VF, Ouais, du moins, c'était. Je sais pas parce que il y a certains chapitres qui au final ne faisaient pas beaucoup avancer le schmilblick. Donc quand tu en VO, tu reçois ce numéro-là. En VO, vu que c'était bimensuel, ouais. au final, ça. Ouais, ça va plutôt vite, mais bon. Ouais, voilà, un petit chapitre de 3 issues, hop là, en 1 mois et demi, c'était bon, c'était fini, mais sauf que nous, du coup, on devait attendre un peu plus longtemps pour l'avoir, donc ça ouais, fait un peu plus long. Ouais, après c'est kiff parce que quand tu l'as, t'en as plein d'un coup aussi, donc. Oui, effectivement, oui. Après, niveau qualité scénaristique, Tom King a prouvé que, comme disait Siegfried, on savait ce qu'il voulait faire sur le personnage il savait ce qu'il voulait faire sur le personnage de A à Z. Il n'y a pas eu je pense qu'à aucun moment il a détourné de voix. Sauf que, peut-être oui, quand on lui a dit au niveau du numéro 75, désolé, ton run il fera que 85 numéros. Donc oui, peut-être à ce moment-là, il a peut-être accéléré le rythme, peut-être sur certaines intrigues, je pense. Mais sinon, ça reste acceptable. Des longueurs aussi au niveau beaucoup de blabla, énormément de blabla. Je me souviens dans les premières issues, c'était assez impressionnant. Il y avait énormément de blabla. Franchement, c'était. Moi j'aime bien ça. Après,
On sait le que relisant, Pelli, il lit pas, donc c'est pour ça. Ouais, non, c'est pas ça. Alors en fait, je suis partagé par rapport à ça parce que d'un côté, je me dis c'est pas mal parce qu'avec King, on a pu voir la psychologie des personnages. Oui, je King, pense il que s'est c'est l'un des attaché points vraiment à la forts. psychologie de Batman et c'est son point fort. Mais d'un autre côté, il y a certains moments où t'avais ces longueurs et on avait envie de dire mais non, il faut de l'action là, vas-y enchaîne. Donc c'est vrai que c'était assez dommage. Je crois que c'est Aliénor qui disait tout à l'heure sur le Gotham Girl et Gotham. Moi j'ai plutôt bien aimé. Ça mettait un petit vent de fraîcheur dès le premier volume. Alors après c'est sûr que j'ai plus apprécié Gotham Girl parce qu'elle est restée vraiment sur la longueur tout au long du run. Il y a un fil rouge avec elle assez intéressant. Moi ça m'a pas dérangé, au contraire ça mettait un petit vent de fraîcheur, ça changeait un peu. Alors après, il y a peut-être le côté super pouvoir qui dérangeait Ouais, pas mal moi je fais partie de de personnes. cette team nos super pouvoirs à Gotham, tu Ouais, vois. voilà. Mais effectivement, ça m'a un peu gêné de rapporter un personnage aussi puissant, enfin en tout cas qui avait la capacité d'être aussi puissant que Bah, au final, Superman dans un univers tel que Gotham, quoi. au final, le fait que King s'intéresse à la psychologie des personnages, bah derrière, il l'a rendu entre guillemets faible parce elle est très forte physiquement, mais psychologiquement, elle est totalement instable. Et derrière, c'est ça justement que j'ai apprécié, c'est qu'on passe de quelqu'un qui peut en un seul coup éclater Batman à quelqu'un qui est complètement brisé psychologiquement et qui va servir un peu de bouc émissaire à d'autres. Enfin, ça, on en reparlera Après, sûrement un peu plus loin dans la partie spoiler. ouais, je pense qu'il y aura une partie sur elle au niveau spoiler, mais effectivement, il y a aussi cette évolution du personnage qui est présent donc dès le début du run, dans le premier tome, etc., puis qui disparaît totalement pour revenir à la fin du run. Donc c'est vrai que c'est un traitement aussi un peu particulier du coup, parce qu'on ne la voit plus pendant je sais plus combien de temps, et puis elle revient juste pour la fin, quoi. Bah, c'est peut-être un peu le défaut général du run, c'est que King, il sait vraiment quel personnage il veut traiter, et il veut traiter Batman et Catwoman. Tous les autres sont surtout des prétextes à réfléchir sur Batman et Catwoman, et clairement, on voit que ce qui est fort avec Gotham Girl, c'est surtout que Batman est tellement impressionné par cette super puissance bienveillante qu'il envisagerait presque de laisser tomber le masque pour se consacrer complètement à Catwoman en laissant Gotham et Gotham Girl prendre le relais, parce qu'il se dit ils sont bons, ils sont forts, je peux leur faire confiance, j'ai aucune raison de continuer de faire ce que je fais alors que eux le font mieux. Et à quel point à quel point la déception, elle est forte ensuite quand ils constatent que ils sont ils ont une petite faiblesse, ils sont pas très stables psychologiquement et que finalement il va devoir continuer malgré tout alors qu'à un moment il était prêt à lâcher prise et voilà, ils sont surtout là pour articuler des réflexions autour de Batman et plus qu'en tant que personnage à part entière. C'est un peu frustrant parce qu'on aime bien parce que ce sont des bons personnages, enfin ils ont vraiment quelque chose, mais ce que se dit sur Batman, c'est quand même assez intéressant, je trouve. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, Pelli, tu parlais justement de certaines lenteurs dans le run de Tom King à certains moments. Et justement, ça me fait penser au niveau des critiques et surtout aux US, mais c'est aussi présent en France. Aux US, c'est quand même il y a une bonne fronde qui s'est levée par rapport à ça. Où le run a été énormément critiqué, notamment par ces périodes-là qu'ils ont jugé, que beaucoup de lecteurs ont jugé sans intérêt, dans lequel il ne se passait pas grand-chose. Tu comprends cette critique-là ou enfin, j'ai l'impression que tu comprends justement parce que tu en parlais un petit peu aussi avec ton avis, mais Bah, je la comprends dans le sens où je prends par rapport aux publications françaises, les 3 premiers tomes de Batman Rebirth, il y avait pas mal d'action. Dans le premier tome, on avait cette histoire avec Gotham et Gotham Girl. Le deuxième tome, on a Batman qui va à Santa Prisca. ouais. Si je dis pas de bêtises, c'est dans le deuxième tome. Ouais. Et dans le troisième, on a ouais, je confonds peut-être les deux. Non, c'est le deuxième et puis le troisième, c'est Et le Bane troisième, qui vient. c'est l'inverse, c'est Bane qui Ouais. vient. Voilà, donc on a eu 3 tomes assez denses en termes d'action, mais malgré tout, dans ces 3 tomes, avec de l'action, il a quand même bien développé ses personnages. Donc voilà, c'est pour ça, quand on a les autres tomes qui au final ont ralenti le rythme, en fait, on avait l'impression que il y avait le mariage en prévision. Ce mariage, il voulait le faire au tome 50 pour la symbolique, mais le problème, on avait l'impression qu'entre le tome, je sais pas, je te dis ça comme ça, je sais plus c'était à partir de la combienième d'issue on avait arrêté ça, mais on avait l'impression que de l'issue numéro 30 à l'issue numéro 50,
il avait rien à dire. Donc du coup, il a comblé en fait. On avait et on sentait vraiment que c'était vraiment des histoires un peu juste pour combler, pour dire bon désolé, j'ai rien à donner jusqu'au tome 50, donc je vous donne ça en attendant. Désolé. Enfin, moi je l'ai ressenti comme ça. J'avais vraiment cette impression de on comble jusqu'au j'ai tome bien 50. aimé certaines de ces Alors histoires. après, voilà, oui. Par contre, il y a certaines choses qui étaient très intéressantes, comme par exemple, c'était l'histoire avec Harley Quinn et Poison Ivy qui était très intéressante. Des choses comme ça c'était pas mal, par contre. Oui. Et même les éléments un peu légers comme les histoires de pré-mariage avec Superman et tout ça. Ça, j'ai bien aimé. Ça a apporté Oui, un il peu de y a eu des, ouais, il y a eu je crois que c'est le tome précédent de mariage qui était dans le tome 8. Le tome 7, par exemple, est entièrement consacré aux préparatifs du mariage, avec l'enterrement de vie de jeune fille de Catwoman, l'enterrement de vie de jeune garçon de Bruce Wayne. Et c'est vrai que il y a un aspect où on sort un petit peu de cette ambiance gothamienne pour quelque chose d'un peu plus léger et découvrir le personnage de Bruce Wayne et de Selina Kyle d'une autre manière. Moi, c'est tellement mignon la double date où Oui, Lois et Clark rencontrent Selina et Bruce et ils sont les costumes, ils vont à la fête foraine l'échange de ensemble. costumes est sympa. Et c'est hilarant la manière dont ils interagissent les uns avec les autres. Et Superman qui prend l'ascenseur pour pas casser de fenêtre. Enfin Batman qui présente Clark et Lois à Selina et Clark qui fait pareil avec Lois et qui lui présente les deux autres et chacun en train de monter l'ascenseur, chacun qui présente parallèlement l'autre pour le préparer psychologiquement, rencontrer quelqu'un d'aussi bizarre que l'autre et finalement la rencontre se passe super bien. Enfin c'est vachement bien fait, ouais. C'est tellement humain, c'est ça, je pense que c'est le mot, c'est humain. Ouais. C'est ce qui est appréciable dans ce run, en fait, c'est qu'il apporte des touches vraiment très humaines. Ce qui est contradictoire avec l'aspect Gotham Girl et Gotham avec leur surpuissance dont on évoquait tout à l'heure. Moi je trouvais pas ça non, parce que comme je disais, je sais plus qui, Siegfried ou Alex, excusez-moi. Moi je trouvais qu'en fait leur superpuissance, je suis habituée aussi à Superman que j'aime beaucoup. Donc pour moi la superpuissance ne veut pas dire pas de faiblesse. Donc par exemple, je trouve Superman très humain, mais parce qu'il a un caractère très humain. Ah oui. Donc voilà, moi c'est pas ça qui me gênait. Par exemple, dans ce chapitre-là, Superman fait très humain alors qu'il est super. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas ce côté vraiment. Enfin, l'histoire avec Gotham Girl se développe autour de cette extra puissance. T'as vraiment l'impression d'avoir un Superman qui est en train d'être créé dans l'univers de Gotham, alors que là, on est vraiment dans du pur relationnel humain. On est dans quelque chose de totalement différent. Après, avec ce côté psychologique, Tom King, il a fait en sorte aussi d'un peu affaiblir Gotham Girl. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment vu qu'il est vraiment entré dans la psychologie du personnage, le côté super puissance, on l'oublie complètement. On l'oublie super rapidement. Mais ça, c'est parce que Nico est vraiment un bloc là-dessus, en fait. Pour moi, c'est une vraie difficulté, c'est outre cette surpuissance. Mais effectivement, après, je peux comprendre je vois aussi cet aspect-là, mais le côté surpuissance gagne le pas par rapport à mes goûts, quoi. Mais bon. Oui, je comprends tout à fait ce que tu dis. Dans le premier fascicule, moi, j'étais complètement bloqué. Enfin, je rappelle, dans le premier fascicule, on a quand même Batman qui chevauche un avion. Pour le faire passer en tour de tour, il fait du rodéo sur un avion pour éviter qu'il s'écrase. En train d'annoncer à Alfred qu'il va mourir, quoi, tu vois, Voilà, tout à fait, on est complètement dans du pur délire à la Snyder. Enfin, vraiment, on voit la poursuite du New 52. Et puis avec, en fait, finalement, l'avion est sauvé par Gotham et Gotham Girl. On se dit, mais ça va être pire que Snyder. Ça va être une espèce de gros délire avec tout le monde qui est méga puissant. Ça va être inintéressant. Et justement, ça c'est assez fort parce qu'il nous demande de lui faire confiance. Alors qu'il n'y a aucune raison de lui faire confiance, à part si on a déjà lu son Vision, par exemple, qui était déjà très beau pour Marvel. On n'a aucune raison de lui faire confiance particulièrement, mais il nous demande déjà, il nous dit déjà, regardez, là ça a l'air d'être un gros délire, mais je vous assure, ça va être beaucoup mieux que ça. Et effectivement, après, tout ce qu'il va faire après, ça permet de niveler la mauvaise impression qu'on avait eue au début et d'apporter à chaque fois des doses de fun. Et finalement, il le fait assez régulièrement dans le run, c'est nous faire peur.
Comme, comme nous faire peur en nous disant là va y avoir le mariage, là il va y avoir des personnages super puissants, là Batman il va juste faire des cauchemars pendant 25 volumes, il va rien se passer, et finalement il apporte des choses beaucoup plus fines que ce qu'on aurait pu craindre. Ouais, c'est totalement de ton avis. Hein. C'est vrai. Et Alors, justement, vas-y, Elena. Si je pourrais rajouter un truc, pour moi aussi, Non. Ok, tu me dégages maintenant, c'est ça? J'ai oublié de le dire dans l'intro aussi, ce qui m'avait marqué. Alors, je pense que la fin aussi confirmera ou infirmera ça, je n'en sais rien. Mais moi, ce qui m'a marqué ce récit, en fait, et ce qui me l'a rendu profondément humain, c'est que finalement, pour moi, c'est un récit hommage à tout ce qu'a été Batman. En fait, la relation entre Catwoman et Batman, c'est la relation entre le lecteur et Batman. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, en fait. Dans cette relation-là, j'ai ressenti ma relation à moi avec Batman. C'est marrant. Alors pourtant, je suis pas amoureuse de lui. Hein. Faut pas croire que je Non, suis toi, folle. t'es plutôt branché Nightwing, toi. En plus, Nightwing au Daredevil. J'ai le portrait de Nightwing carrément à poil dans ma chambre. Oula! Oula, non mais à part... Réalisé par Stéphanie Lavo, alias Lucky Star. Nico, tu mettras un Peggy 18 sur le podcast. Donc bref, mais non, j'ai senti ça comme ça, et donc pour moi c'était un peu l'histoire d'amour entre les auteurs, entre le scénariste, les dessinateurs, les lecteurs et Batman. J'ai vraiment senti ça. Pour moi c'était vraiment un hommage. Il y a énormément de clins d'œil d'ailleurs à toute l'histoire de Batman, l'histoire graphique, l'histoire scénaristique, même à la série animée. Il y a plein de clins d'œil comme ça, et puis bref, en fait tout ce que raconte Tom King, pour moi, ça fait écho en fait à ce qui me lie à Batman, c'est-à-dire que le fait que Batman ne peut jamais aimer quelqu'un d'autre, enfin plein de choses. Il revient toujours, il gagne toujours. Bah ça, c'est ce que le lecteur se dit en fait. C'est exact. Enfin, toute l'histoire pour moi, c'est ce que les lecteurs pensent de Batman et ce que en même temps le scénariste pense de Batman. Donc voilà, je sais pas si ça vous a fait la même chose, mais en tout cas, Oui, sur certains aspects, clairement, on retrouve l'identité forte de Batman, ce qu'il représente dans notre imaginaire collectif. Clairement, je pense que l'auteur arrive à mettre ça en pratique. Juste une question, toi, tu t'es arrêté à quel numéro du coup, comme je sais que t'as pas fini le alors run je regarde le numéro 12. c'est non mais en tome, j'en suis au début du 11. Début du 11, C'est-à-dire ok. qu'il Ouais, libère c'est... du cauchemar quoi, il sort Ouais, du ouais. cauchemar. Ouais, c'est vers les Ok. 70, Ça doit 75, dans ces eaux-là. 70, ouais, ça doit être, Ouais. ouais, par là, 70, ouais. Ouais. Ok. À peu Et près, du ouais, coup, c'est ça. ok, c'est juste pour situer un petit peu. Donc, effectivement, après, justement, tu parlais beaucoup de ce qu'apporte l'auteur par rapport à ce qu'on se représente, le Batman. Et il y a quelque chose qui, pour moi, ne peut pas être plus représentatif de Batman et que l'auteur va mettre comme l'un des pions essentiels et central de son intrigue et de son récit, c'est le traumatisme. Je pense que déjà, en plus, on connaît un petit peu l'histoire de Tom King. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Siegfried, tu peux peut-être nous en dire quelques mots, si tu veux. Sur le fait qu'il a travaillé pour la CIA. Ouais, exactement, ouais. Après, enfin, on sait pas grand-chose. Il est toujours resté assez secret. Il y avait même eu des rumeurs à un moment donné qui disaient que c'était complètement faux, qu'il a complètement bidonné son CV, qu'il a juste Ah ouais? vaguement été à la CIA, mais pas plus que ça. Bon, il avait complètement démenti en postant une photo de lui en tant que membre de la CIA devant un temple, je crois. Je sais plus exactement, mais enfin, il y avait eu ces rumeurs-là, juste avec qui justement c'était nourri du fait que finalement on sait pas grand-chose de son travail pour la CIA, mais ceux qui le savent évidemment ont envie d'en faire un gros élément de son background, d'expliquer que c'est justement parce qu'il a travaillé pour la CIA qu'il a toute cette vision très approfondie, très psychologique. Ça fait très profiler des super-héros qu'il traite à chaque fois, très intime, et à chaque fois il tente de les briser dans son intimité. Enfin, c'est un peu comme s'il était il faisait partie du contre-espionnage pour la CIA, qu'il torturait ses personnages pour faire rejaillir la vérité. Enfin, c'est une vision un peu storytelling évidemment basée sur le fait que voilà, il était apparemment assez important. Ouais, exactement. Et puis c'est vrai il axe aussi beaucoup son récit sur ça, le côté PTSD, comme on dit aux US, Oui, le fameux PTSD. D'ailleurs, c'était pas tout à fait ça, mais bon, bref. Et le traumatisme.
Exactement, le traumatisme de Batman, ce qui au final définit Batman pour beaucoup, hein, puisque c'est de là c'est de là que Bruce Wayne va devenir Batman. Et j'ai envie de dire, quoi de mieux que pour un auteur qui veut faire du super-héros que l'univers de Batman pour en parler. Bah, Moi, c'est- je dirais, moi, je dirais que dans ce run, je dirais plutôt que Batman affronte ses peurs. Parce qu'au final, comme par rapport à ce que tu disais sur le traumatisme, moi j'avais plutôt l'impression qu'il affronterait ses peurs, donc tout ce qu'il a traumatisé. C'est-à-dire que dans la partie où on peut parler sans spoiler, sans spoiler, oui. On est toujours La peur, spoiler ouais, free. voilà. La peur qu'il a, parce que mine de rien, Bane, ça a été un événement traumatisant pour lui quand en 1986, Un non, peu pas en plus tard, 86, un en peu plus tard. 93, pardon. 93 ou 94, je sais plus. Bane lui brise le dos, voilà. Enfin bref, c'est un événement traumatisant parce que pour c'est une des premières fois qu'on voit un héros se faire battre par un vilain, quoi. Le vilain gagnait. Et là, j'ai l'impression que dans ce run, on voit un espèce de Nightfall numéro 2 avec Batman qui se venge de Bane, avec cette scène où Batman brise le dos de Bane comme lui a brisé le dos. Et donc là, déjà, il remporte une victoire sur cette peur. Derrière, t'as la peur d'aimer tout simplement, avec sa relation avec Catwoman, tout simplement, de se dire, est-ce que je peux devenir quelqu'un de normal? Est-ce que je peux un jour lâcher la cape et laisser la Bat-Family s'occuper de Gotham et moi vivre une vie normale avec quelqu'un? Est-ce que je peux aimer? Voilà, dans tout le run, on a cette... et on en reparlera tout à l'heure aussi avec la partie spoiler, il y a une autre peur qu'il affronte aussi à la fin. Donc voilà, et on se rend compte qu'en fait, dans ce run, Batman affronte ses 3 ou 4 plus grandes peurs à chaque fois, Dû à son traumatisme. dû à son traumatisme, voilà. Et c'est ça qui provoque derrière le fait qu'il est Batman. On a l'impression qu'en fait, il se décharge de ça, quoi, au fur et à mesure. Tout à fait. Oui, puis c'est vrai que c'est un côté aussi intéressant, et je pense que c'est ce qui vient différencier aussi son run des autres. C'est-à-dire qu'on vient vraiment l'auteur prend vraiment le temps de s'intéresser à la psychologie et au ressenti, même aux émotions de Batman, plus que ce que ne l'a fait par exemple Snyder avant lui ou un autre auteur. Je pense que là on est vraiment sur quelque chose qui est très Snyder, lui, s'est plus attardé. J'ai l'impression que Snyder, lui, s'est plus attardé aux membres de la Bat-Family et aux super vilains plutôt que sur Batman. Alors que là, c'est l'inverse. On a King qui se centralise vraiment sur Batman et Catwoman. De temps en temps, il fait vite fait une psychologie d'un vilain type Bane, par exemple, où on a approfondi l'histoire du personnage. Donc voilà. Mais j'ai vraiment cette impression que King a voulu réparer un peu ce que Snyder avait pas tellement fait avec le personnage. Oui, on est sur quelque chose de totalement différent. Je pense que les deux runs sont totalement complémentaires, parce qu'on a deux approches totalement différentes, quoi. Enfin, c'est mon avis. Moi, je préfère la celle de Tom King. Hein. C'est plus mon genre. Ouais. C'est deux visions différentes, mais qui se complètent, malgré le fait qu'elles soient différentes, elles se complètent plutôt bien. Mais clairement, King n'aurait pas pu faire ce qu'il fait là si Snyder n'était pas passé avant, et de même que C'est Snyder n'aurait pas pu faire ce qu'il avait fait sans Morrison avant. Et ça justement. Et de même que King ne pourrait pas faire ce qu'il fait s'il n'y avait pas en parallèle Detective Comics, qui apporte une approche complètement différente de Batman. Justement, lui, il a une approche très introspective, parce qu'on sait que dans Detective Comics, on a l'approche beaucoup plus classique, beaucoup plus enquête, action, grosse bagarre. Enfin, si on avait que King, ça pourrait être un peu frustrant pour le lecteur traditionnel de Batman. Là où, justement, il apporte quelque chose, parce qu'il sait que ça change de ce qu'on a vu avant, et ça change de ce qu'on voit en parallèle. Et c'est ça qui fait toute la force de son run. Et au début de Detective Comics, on s'intéresse beaucoup à la Bat-Family. Alors que sur Batman, la série Batman, on s'intéresse vraiment qu'à Batman. Sur Batman Detective Comics, on s'intéresse même sur tout le run, on s'intéresse à la Bat-Family, hein, je pense. Sur la première partie, hein. La deuxième partie, là, celle depuis que Thomas a repris le titre, d'accord. Côté, voilà, tu vois ce que je veux dire. Moi, je parlais de tout le run de Jameson Ford, mais oui, voilà. Sur Jameson Ford, oui, effectivement, on a ce côté Bat-Family. Mais par contre, sur Thomas il y a même un côté Bat-Family sans Batman, pratiquement. C'est ça. Au début. Batman, il est carrément en second plan sur Detective Comics sur la première partie, oui. Donc ça se compensait très bien, et ça, c'était vraiment chouette. Ah, c'était pas, au contraire, c'était assez agréable. Ça changeait. Tout à fait. Et j'aimerais qu'on évoque quand même un sujet important, puisqu'on l'a évoqué de loin, comme ci, comme ça. Mais je pense qu'il y a un autre point essentiel du run de Tom King, on peut en parler
sans que ce soit vraiment un spoiler, parce que c'est un élément voilà dont on a parlé énormément, tout le monde est au courant. C'est le fameux mariage et j'aimerais qu'on aille peut-être un peu plus loin, parler de la relation qu'a instauré Tom King entre Batman et Catwoman. Il en a fait quelque chose de plutôt officiel, j'ai envie de dire, comparé à ce qu'on avait avant. Alors, est-ce qu'on peut parler de ouais. la fin du Batman 50 ou pas? La fin du Batman 50. Ouais, voilà, parce qu'on peut pas parler de la relation sans parler Je pense que je pense qu'on peut parler de l'issue du mariage parce que ça fait quand même peut-être 6 mois que c'est sorti, donc je pense qu'à un moment donné, d'accord. Il y a prescription. Voire ça fait 1 an, non? On peut être sympa sur le spoiler quand même, parce que bon. Voilà. Non, par contre, on autant être sûr, par rapport à les 2 derniers tomes, mais effectivement, on peut parler de l'issue du mariage. Je pense que bon, tout le monde est au courant aujourd'hui, hein, à moins que vraiment tu es loin de on tout savait ça. même avant que la version française Bien sûr. elle sorte. Bien sûr. Et puis, enfin, moi de mon côté personnellement, on le sentait venir aussi d'un côté. Clairement. Oui. Ça bien doit sûr. être gros comme une maison, quoi. À un moment. Tout à fait. Donc on va lever le voile sur ce mystère. Effectivement, il y a le mariage entre Batman et Catwoman qui n'aura pas lieu, effectivement, puisque c'est un petit coup d'épée dans l'eau auquel nous aurons droit. Est-ce que du coup, justement, cette relation Batman-Catwoman qui a été un petit peu, comme je disais tout à l'heure, vraiment officialisée, c'est quelque chose qui vous a plu dans ce run de Tom King? Allez, je commence par Liénor, vas-y. Ouais, moi ça m'a plu. Enfin, c'est surtout tout ce qui est avant en fait qui m'a bien plu. Et puis même ce qui vient après. Voilà. Après, je m'attendais à ce qu'ils se marient pas. La surprise c'était juste de savoir pourquoi ils se marieraient pas. Enfin pourquoi. En fait, en fond, c'est pas une grosse surprise. En fait, c'est justement là où c'est la déception, c'est que je pensais qu'il y aurait une surprise. Enfin, c'est-à-dire, je pensais que ce serait une autre raison quoi. Mais finalement. En même temps, la raison est logique, hein, puisque on nous explique en fait. Bah oui. Elle est trop logique en fait, c'est ça le truc, c'est que en fait c'était tellement logique qu'on s'imaginait que ça aurait pas été la raison principale. Voilà. C'est aussi c'est la raison que en fait ça illustre encore une fois ce que je disais, c'est-à-dire que l'allégorie entre pour moi l'histoire de Catwoman et Batman, c'est une allégorie entre l'histoire de Batman et le lecteur, parce que le lecteur se dit non, c'est pas possible, moi je veux pas qu'il se marie, sinon c'est plus Batman. Enfin, tu vois, c'est ce qu'on se disait, nous tous. Et mais en même temps, tu en as envie, mais en même temps, tu n'en as pas envie. Et voilà. en même temps... c'est exactement ça. Et c'est exactement ce qui se passe entre Catwoman et Batman. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est une allégorie. Pour moi, Tom King a fait une allégorie, et je pense que c'est conscient. Enfin, je veux dire, je pense qu'il a vraiment fait une allégorie volontaire. Et je pense que l'histoire de Catwoman et Batman, en fait, c'est une allégorie sur l'histoire, les relations entre le lecteur et Batman. Parce que justement, c'était tellement ça, c'était exactement notre avis. L'avis de Catwoman, c'était notre avis. Donc c'est pour ça que c'était à la fois une surprise, enfin pas une surprise, enfin c'était à la fois surprenant parce qu'en fait c'était trop évident. On se disait ça va être ça, mais du coup il y aura autre chose. Ah non, mais en fait c'est ça. Donc c'est d'autant plus bizarre que la question, il se la pose quand même très explicitement plusieurs fois au début du run. Et voilà, les deux disent très bien que qu'ils sont pas forcément tout à fait prêts à abandonner leur train de vie, alors qu'évidemment il faut qu'ils aillent quand même dans la même direction s'ils veulent se marier. Enfin, on les sent déjà les problèmes, ils les posent déjà, ils semblent déjà les surmonter, et c'est quand même ce qui intervient à la fin de Batman 50 pour empêcher leur union. Donc effectivement, ça fait un peu bizarre. Je comprends tout à fait que tu aies ressenti cette gêne qui est pas autre chose pour que ça soit plus rassurant. D'autant que ça avait vraiment fait scandale aux États-Unis parce qu'il y avait tout ce côté promotionnel où il y avait même des grandes revues qui avaient annoncé Batman et Catwoman vont se marier dans le numéro 50. Enfin, c'était un peu comme à l'époque de la mort de Superman qui avait fait la une, alors qu'évidemment c'était une pseudo-mort de comics, ça avait fait la une de journaux généralistes. Là, c'est la même chose. Il y avait des journaux généralistes qui disaient enfin il va y avoir un gros changement dans l'univers des comics. Batman va épouser Catwoman. Tout le monde y croyait. Et en fait, non, pas du tout. Donc évidemment, Tom King s'en est excusé en disant, mais c'est pas moi qui fais la pub. Enfin, c'est la Warner, c'est ceux qui fait la pub, c'est pas moi. Mais il y a quand même eu un peu un petit côté de tricherie parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ce Batman 50, il y a une galerie très impressionnante de dessins de Batman et Catwoman par tous les grands artistes qui comptent dans l'écurie DC Comics. Ouais. Et c'est
que des dessins romantiques qui évoquent le mariage entre Batman et Catwoman. Donc on a l'impression que DC Comics a dit à ses dessinateurs, ils vont se marier, faites-nous une galerie d'images de mariage. Oui, Ouais. puis il y a eu vraiment un gros coup de com' autour, hein. Il y a eu cette lettre cette invitation au mariage, tu vois, Tout à fait, il y a eu vraiment tout un truc autour de ce mariage, quoi. Et on y croyait d'autant plus qu'apparemment, ils avaient même fait croire à leur propre dessinateur qu'ils allaient se marier pour... Et là, ce qui fait que quand on ouvre ce Batman 50, on ne comprend pas pourquoi on nous raconte un non-mariage, alors qu'il y a peut-être 50 dessins de tous les grands artistes qui comptent, des dessins qui sont généralement vraiment magnifiques d'union entre Batman et Catwoman, alors que le numéro raconte leur non-mariage. En fait, il y a quelque chose qui est assez dissonant et qui a pu légitimement gêner le lecteur. Moi, franchement, il y a un moment, j'y ai cru comme à ce mariage parce que bon, c'est quelque chose que je suis assez pour. Je pense que Batman, ça fait assez longtemps, ça fait quand même 80 ans qu'il est célibataire. Il y a peut-être un moment où le marier, ça apporterait une petite fraîcheur au personnage qui permettrait de le renouveler. Évidemment, s'il se marie, faut pas qu'il divorce 3 semaines après ou que Catwoman meurt, parce que sinon on retourne dans tous les travers du comics qui est que ça ne change jamais. Là, pour le coup, ça pourrait être un changement assez bienvenu. Et d'autant que, enfin, c'est ce que je disais dans mon livre quand je parlais de Catwoman, je disais que j'intitulais Catwoman la femme qui a épousé Batman, puisqu'elle l'a déjà épousé sur Terre 2 dans la première continuité des comics. Ils ont vieilli ensemble, ils ont une fille qui est devenue donc Helena Wayne, la première Huntress, et c'était une histoire qui était vraiment très belle. Et ça me choquait pas du tout de revenir un peu là-dessus, d'autant que vous avez peut-être lu le Annual 2 qui est aussi publié en France. Je crois que c'était le À la vie à la mort, dessiné par Lee Weeks, et c'était le qui racontait c'était pas le Free Comic Book non, c'était pas le Batman Day Batman Day, ouais. Ouais, qui racontait aussi cette histoire de Batman et Catwoman qui se marient. Et donc apparemment on nous dit dans le run de King que c'est une espèce de rêve, de vision qu'a eu Catwoman, qu'un jour ils se marieraient et qu'ils auraient une fille. Donc finalement ce mariage fait assez sens et me semble pouvoir renouveler le Batverse d'une manière intéressante et assez subtile. Enfin, c'est pas non plus un gros changement comme le serait la mort de Batman et son remplacement par exemple, ou l'arrivée d'un nouveau Robin, mais quelque chose d'assez fin pour passer quand même à autre chose, parce qu'il est quand même peut-être temps qu'on fasse passer Batman à autre chose. Et ouais, après en même temps, Tom King arrive parfaitement à mettre en scène cette relation, avoir cette ambiguïté entre les deux personnages, cette relation en même temps, cette union qui les caractérise. Et c'est vrai que peut-être que voilà, nous on est sous le charme parce que voilà, Tom King arrive vraiment bien à le retranscrire, à nous présenter d'une manière qui est vraiment parfois mignonne, parfois drôle, parfois touchante. Mais ce sera peut-être pas le cas de tous les artistes. Alors est-ce que voilà, pour reprendre du coup l'éditeur en chef de DC peut se permettre une telle évolution, je sais pas. Justement, c'est pour ça que ça aurait été bien de faire ce mariage au numéro 50, parce que ça aurait donné ensuite à King 50 autres numéros pour développer la relation comme il l'entendait. Ouais. Alors que s'il avait fait le mariage, je sais pas, au numéro 100 par exemple, avec un autre scénariste qui arrive juste après, il aurait pu craindre que tout se passe mal. D'autant que quand King annonçait qu'il y aurait un gros bouleversement dans la vie de Batman dans la fin de son run, on peut peut-être imaginer qu'entre le 85 et le 100, il avait envisagé de faire ce mariage qu'il n'avait pas eu dans le 50. Et bon, on le saura jamais, ou on le saura dans sa série Batman Catwoman, mais est-ce qu'une série qui s'appelle Batman Catwoman peut vraiment révolutionner l'univers de Batman, alors qu'il y aura à côté un Batman, un DC Comics fait par d'autres scénaristes? Ce sera moins canon. Mais je sais pas. Il y a quand même de grosses rumeurs qui diraient que il y a des images qui ont fuité d'une Catwoman enceinte. On est d'accord. Peut-être qu'ils auraient un enfant. Mariage ou pas mariage, il y aura peut-être un enfant. Donc est-ce que ça sera Helena ou ça sera quelqu'un d'autre? Il y a quand même des rumeurs dans ce sens-là. Je parlais de ça. Ouais. Apparemment, il y a des images qui ont fuité. Ouais. C'est pour ça que je pense que la série Batman Catwoman peut être aussi déterminante. Après, s'il l'a fait un jour, parce que c'est ça le problème, c'est qu'avec la situation actuelle, ça. Elle est toujours attendue pour 2020, a priori, non? Oui, a priori, mais je crois qu'elle était annoncée pour en ce moment, et que finalement elle est toujours pas annoncée. On n'a toujours aucune nouvelle, même pour l'automne. Enfin, elle est étonnamment retardée. Pas de nouvelles, ouais. Et bon, King, il fait 50 trucs à la fois, donc. Effectivement. Après, Tom King est un auteur qui est de plus en plus demandé, donc effectivement, c'est peut-être de plus en plus difficile de trouver le temps de développer cette série à côté, mais bon, après ça a l'air hyper intéressant, donc on verra bien. C'est le futur, on verra ce que ça va donner. Enfin voilà, ce qui est assez fort pour bien répondre à ta question de façon très courte, c'est
il y a un moment où tous les lecteurs ont cru qu'il pourrait y avoir ce mariage entre Batman et Catwoman, et ils n'ont pas rejeté l'idée. Et rien que ça, c'est assez fort. Qu'on y ait cru ou qu'on n'y ait pas cru, il y a un moment où on s'est dit, tiens, Batman et Catwoman sont assez bien écrits par Tom King pour qu'un mariage fasse sens. Ouais, pour lui donner Ouais. sa chance. Donc peut-être Tout à qu'on fait, est hein. contre parce qu'on veut pas de mariage, on veut pas que Batman se marie parce que c'est contre le personnage et tout le blabla. Mais n'empêche que ça aurait fait sens avec ce personnage-là, c'est assez bien écrit pour que leur union, on croit à leur union et on croit que Batman ne pourrait épouser s'il épousait quelqu'un un jour que Catwoman et inversement. Et rien que ça, c'est quand même très beau parce que c'est le genre de choses que généralement on rejette assez unilatéralement dans un comics. On aime qu'un personnage célibataire reste célibataire, qu'un personnage blanc reste blanc, etc. Ce genre de choses. Et là, quand même, c'est quelque chose auquel on a cru, donc ça montre quand même une vraie qualité dans l'écriture et les représentations de ce couple par King. Ouais, mais je pense qu'on a été touché par cette relation-là. Comme le disait tout à l'heure Aliénor, avec dans le tome 7 par exemple, cette évolution du couple nous a intéressés, nous a intrigués, et c'était bien écrit, donc effectivement, ça donne envie d'en découvrir plus. Mhm. On a eu plus ou moins, un peu plus par la suite. Je pense que je vais placer ici l'alerte spoiler. Aliénor, je vais te demander de nous quitter Oh, sur je ce vous dis podcast. au Bah, revoir. c'est pour Éliminé. ton bien, c'est pour... La sentence est irrévocable. Ah, Bon, Mais, bah, continuez bien à spoiler. Voilà. tout à fait. Donc là, on va pouvoir spoiler comme des porcs. Bon, bah, bonne soirée à Je te souhaite une bonne soirée et Bonne puis soirée. à très vite. Et nous, vous. on va de ce pas enchaîner Et donc bonne sur soirée à tous ceux qui ne voudraient pas être spoilés et qui effectivement, Voilà, effectivement, tous ceux qui nous ne quitteront à ce moment-là veulent pas être aussi. spoilés sur le run de Tom King et sur notamment la deuxième partie de ce run après le mariage et la fin. Je vais vous demander Voilà. de quitter ce podcast. Si ce n'est déjà fait, ben, c'est trop tard parce que on va balancer du spoiler dès maintenant. Et c'est parti. On a évoqué tout à l'heure le personnage de Gotham Girl, justement. Et on avait quelques trucs à dire, notamment parce que c'est un personnage qui revient à la fin du run. Justement, Siegfried, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur la fin de ce run Alors, il y a plusieurs choses. Gotham Girl, elle revient d'une façon un peu particulière, et puis il y a une perspective d'avenir pour le personnage, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Pelli, t'avais l'air plus intéressé par ce personnage de Gotham Girl sur cette fin de run, donc je te laisse peut-être en parler, t'avais l'air de... Ouais, vas-y. Oui, du coup, on la voit revenir en fin de run, donc elle est, donc bon, à la base, Gotham Girl est complètement utilisée par, je me souviens plus du nom du personnage avec le masque. Psychopirate. Psychopirate, merci bien. Du coup, elle est complètement utilisée par Psychopirate. Donc du coup, un peu hypnotisée, complètement, voilà, ce qui fait que derrière, elle s'allie avec, elle s'allie un peu, elle s'allie totalement avec Bane. Bane, et maintenant on peut Avec Bane dire et Thomas le Wayne, Batman. voilà, en fait, elle sert de Robin au personnage du Batman de Flashpoint. Ça fait qui lui, du coup, intègre la continuité. C'est ça. Bah, c'est suite aux événements qu'il y a eu en fait dans Le badge. le badge, voilà. Parce qu'à chaque fois c'est The Button. The Button en anglais, The le badge en Button français. voilà. Suite aux événements qu'il y a eu dans le badge, donc avec le crossover entre Batman et Flash, où ils ont un peu mélangé avec la continuité de Flashpoint. Bah, du coup, Thomas Wayne revient dans la continuité de base Principal, ouais. Effectivement. de Rebirth. Donc pour revenir au personnage de Gotham Girl, à la fin du run, elle fait office de Robin un peu, sauf que bah voilà, elle est tellement surboostée par ses pouvoirs qu'elle en perd un peu complètement même la tête. Et derrière, il y a cette perspective, oui, d'avenir, parce qu'à la fin, À la toute fin. à la toute fin, oui, à la toute fin, on la voit réutiliser ses pouvoirs, mais cette fois pour le bien, quoi. Elle redevient vraiment ce côté un peu Gotham Girl qui veut Et aider pour puis la surtout, elle justice. va s'émanciper C'est ça. de ces problèmes, liés à ses pouvoirs, puisque Bah oui, parce que derrière il y a une dépendance avec ses pouvoirs en fait. C'est bah, typiquement comme elle a une dépendance envers ses pouvoirs. Elle veut absolument retrouver son frère qui elle a cette chimère de se dire non, mon frère n'est pas mort, voilà, je peux le faire revenir avec les pouvoirs que j'ai. Comment ça se fait que je ne puisse pas faire revenir mon frère? Enfin bref, elle a vraiment ce côté-là. Elle se presque dire qu'elle se prend un peu pour Dieu à un moment.
Mais voilà, derrière, après, elle comprend que son frère ne reviendra pas, et voilà, c'est ça en fait un peu qui la délivre de ce fardeau. Ouais, et puis je pensais moi-même à la toute fin où Batman lui donne la pierre de. Ouais. Alors c'est quoi? C'est de Euh, la kryptonite blanche, je crois. C'est ça? oui, c'est Que lui donne Batman, que Superman lui aurait donné, que donc il donne à Gotham Girl pour Un qu'elle truc de puisse. comics, quoi. Ouais, un truc de ouais, comics, voilà, bah c'est oui, qu'elle c'est puisse retrouver donc du coup Kryptonite des de pouvoirs platine. de platine. Ok, voilà. voilà. Ok. Excuse-moi, j'étais sur de la blanche moi. Et C'est pas comme la coke, effectivement, hein. non, non, c'est pas ou comme la bière peut-être. Mais Ouais. effectivement, effectivement, c'est vrai que du coup, avec cette pierre, elle va retrouver donc les pouvoirs qui étaient les siens, sans avoir la contrepartie de perdre sa vitalité lorsqu'elle les utilise. Ce qui de ce fait fait de Gotham Girl un personnage qui va pouvoir revenir et utiliser ses pouvoirs. Et on va revenir à ma problématique de départ. On va retrouver un personnage avec des super pouvoirs dans Gotham. Ah bah après ça c'est un peu dommage. À la limite c'est un peu dommage parce que Ah, toi, tu voulais qu'elle meure. Voilà, de suite. non, non du tout parce que je pense que ça peut être moi par exemple j'ai toujours regretté que dans les New 52 ils ne gardent pas le personnage de Harper Row. Et là pour moi Gotham Girl c'est la Harper Row de Rebirth. C'est-à-dire qu'ils peuvent intégrer une nouvelle héroïne, c'est bien, euh, qu'elle ait des super pouvoirs ou non. Et là, ils ont l'occasion de lui enlever ses super pouvoirs, donc de tout à fait l'intégrer dans le moule de la Bat Family, de dire bah voilà, une nouvelle héroïne, impeccable, en plus qui a un background super intéressant quand même, une origin story plutôt cool. Et malheureusement, il le fait pas. Il retombe un peu dans cette facilité de lui redonner ses pouvoirs et c'est dommage parce que derrière, bah, des fans comme toi qui estiment que dans Batman, les super pouvoirs c'est un peu nul, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait Ouais, la possibilité de faire quelque chose. disons que ça déséquilibre vachement le truc et ça va être compliqué par la suite de retrouver un équilibre batmanien à Gotham, j'ai envie de dire, avec un personnage qui, de toute façon, on le voit dès qu'il y a une histoire dans laquelle Superman est impliqué, par exemple, il faut de nombreux subterfuges pour retrouver un équilibre avec Batman, ce qui est compréhensible. Hein. Alors après, on sait pas, est-ce que le personnage va avoir sa série perso, est-ce qu'elle va rester dans Oui, après ça peut être le syndrome Duke Thomas aussi. Hein. voilà, derrière, elle va peut-être se faire oublier. Après, en tout cas, moi j'aime bien ce petit dans comment dire, c'est le quand ils sont sur l'espèce d'antenne là, le petit dialogue qu'elle a avec Batman. Mhm. Ouais, mais Lorsqu'ils c'est à la sont sur fin justement, l'antenne, ouais, c'est ça, c'est à la fin, ouais, mais ouais, mais on justement voit juste en avant fait qu'il il lui est donne en, c'est la ça. pierre. Tu vois De les petits toute façon, trucs ça comme fait ça, écho, hein. Ils avaient déjà eu un dialogue, je sais plus, Tout dans à le fait. numéro À 24, la par là, ouais, enfin, je crois que c'est à Ouais, la fin du premier run, je crois. ouais, voilà, À la fin du premier tome, pardon. très tôt et sur la même antenne où Batman lui évoquait ses doutes sur le mariage et lui avait dit, mais si tu peux être heureuse, vas-y, marie-la. Enfin, c'est une jolie forme d'écho à ce premier dialogue. Mm. Moi, je vois surtout ça comme un pied de nez un peu aux scénaristes de la suite et aux éditeurs en général. C'est un peu comme s'ils leur disaient, ah, vous avez voulu que je m'arrête au numéro 85? Ben, tenez, tu donnes un super-héros super puissant. Débrouillez-vous avec ça. ah, bah ouais, ouais aussi, oui, Ouais, Parce que c'est vrai. et en même temps, elle était c'est là assez depuis le marrant. début, hein. Ouais, mais ça c'est marrant comme exactement, tu dis ça très bien, Alexandre, d'avoir ce personnage super puissant qu'il est parvenu à intégrer un peu à un moule en lui faisant perdre ses super pouvoirs, donc il pourrait soit la retirer complètement ou l'intégrer gentiment à la Bat Family, mais il pourrait Bah simplement oui. s'en débarrasser et donner du super pouvoir dans littéralement les toutes dernières planches de son Ah run. bah c'est ouais là il reste 4 pages après derrière et c'est J'ai fini. j'ai juste Vraiment. vite feuilleté ce qui est les numéros suivants, ce qui a été fait ensuite, donc 86, Ouais, moi 87, aussi, 88, oui. etc. Moi Et aussi. Gotham On la Girl, voit pas. on ne le On voit la pas, il voit n'y pas. apparaît pas. Donc, il semblerait Alors après, que King n'ait ça, pas fait ça en discutant avec le scénariste qui reprendrait ça. Donc, ce serait un pied de nez plutôt audacieux pour le coup. alors après, est-ce que les prochains scénaristes sur la série Batman ou Detective Comics vont s'en servir en Deus Ex Machina, par exemple, en mode allez tiens le scénario est bloqué, bam, on balance Gotham Girl, ça va tout débloquer. Est-ce qu'ils vont balancer quelque chose comme ça? Bah, ils auront cette liberté en tout cas, mais Oui, après ils Je peuvent, ils pense. sont... Bon, après Je- on verra ce que l'avenir nous réservera de ce Après, côté-là. j'ai feuilleté aussi les derniers tomes, là, le tout dernier qui était sorti aux US.
Là, vu ce qui est en train de se passer, pour moi, on le sent gros comme une maison qui va être utilisée comme ça. Parce que la situation fait que derrière, on arrive sur un cul-de-sac. Alors après, tu sais, ils trouvent toujours un moyen de Ouais, mais c'est dommage. de se retourner. C'est vraiment dommage. Voilà. Mais quand je suis d'accord avec Siegfried, oui, ça, on sent le pied de nez à DC. On sent la petite blague de tiens, voilà, je vous fous un peu dans la merde. Démerdez-vous avec ça. Je vous laisse le bébé. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, j'aimerais qu'on parle d'une autre chose, parce que là, on est dans un spoiler. Non, pas de ça. Non, Tu sais que ça va pas de arriver. en ça. parler, Pas oui. de ça. Pas de ça. Non. La fameuse, C'est horrible. la fameuse mort d'un personnage. On peut dire qui c'est maintenant. Putain. Le fameux Alfred. Alfred Ils nous ont- a quittés. Ils ont buté Alfred. Je Ils ont comprends buté pas. Alfred. Ah putain. T'en as pensé Bah, quoi, Pédi? J'ai l'impression que tu es dévasté par l'annonce. c'est comment expliquer ça. C'est alors d'un côté, je suis triste parce que bah il fait Batman sans Alfred, c'est pas Batman. Voilà, c'est vraiment il fait partie du personnage aussi. Je veux dire, c'est pour moi Alfred, c'est celui qui maintient Batman un peu dans le monde réel. Enfin, quand je dis dans le monde réel. S'il y avait pas Alfred, Batman, le Bruce Wayne, il serait toujours déguisé en Batman. Il n'y aurait plus de Bruce Wayne. Bruce Wayne serait mort, clairement. Donc voilà, Alfred, pour moi, il sert de bouée de sauvetage un peu à Bruce Wayne, et là, il est plus là. Mais d'un côté, je suis ravi parce que enfin, il y a quelqu'un, et désolé pour le terme, il y a quelqu'un qui a posé ses couilles sur la table et qui a dit, allez, chut, hop, on change le statu quo, voilà. Même si on sait très bien que dans les comics, les personnages ne meurent jamais vraiment. Une mort n'est jamais une mort. Voilà. Mais là, pour l'instant, ça a l'air de rester tel quel, et voilà. Et c'est intéressant parce que je voulais en parler la dernière fois parce que quand on avait fait le Bat Talk sur est-ce que quelqu'un peut reprendre la cape de Batman, comme je disais, là tout va dépendre de ça parce que justement, je parlais de cette mort-là. Cette mort-là va changer beaucoup de choses. Parce que derrière, qui va reprendre ce rôle un peu d'Alfred? Et est-ce que ce serait pas le moment de dire Batman raccroche la cape pour faire un peu comme dans Batman Beyond, c'est-à-dire de devenir Batman, Bruce Wayne devient ce Alfred et laisse quelqu'un d'autre prendre la cape de Batman. Ouais, après dans Beyond, on est sur un personnage vraiment vieillissant, là, bon. Mais là, on ouvre la porte à un scénario comme ça peut-être aussi. Mais voilà, c'est chaud quand même de le faire. Et en fait, c'est la manière dont ça arrive. C'est en fait oui, c'est assez brutal. C'est horrible la manière dont ça arrive devant le pauvre Damian Wayne qui est complètement c'est assez triste. Elle est pas la c'est tout à l'heure on parlait comme quoi il n'y a pas d'émotion, je crois que c'est Siegfried qui disait ça, comme quoi on a envie de voir plus la Bat Family à ce moment-là, et c'est vrai que par contre c'est le gros défaut par contre, c'est que justement au moment où on a vraiment envie de voir la Bat Family soudée, où on a vraiment envie de les voir tous ensemble, on a un focus sur Batman qui veut éclater la gueule de Thomas Wayne et de Bane, c'est tout. On n'a pas et ça j'ai trouvé dommage par contre. Bah, la Bat Family arrive et est vite écartée en fin de compte. Bah c'est ça, c'est dommage, mais parce que Alfred, c'est la Bat Family. Alors il y a un one shot sur Alfred qui devrait sortir dans, je pense, Batman Rebirth 13, ou le numéro 1, parce que je pense qu'à mon avis, ils vont remettre une numérotation, je pense. Oui, il y aura pas de 13e tome. Je le vois gros comme une maison, ils vont remettre une numérotation au 1, en France, tout du moins. Il y a un one-shot sur Alfred, il s'appelle Rip Pennyworth. J'espère qu'ils vont le publier en français, parce que dedans, on a la réaction de chacun des membres de la Bat Family. D'accord. Ce one shot, il est super bien. Je sais pas si tu l'as lu, Siegfried, en anglais. Non, j'ai pas lu, non. Il est vraiment excellent. Il est vraiment pas mal, et je pense que c'est qui l'écrit ça? Pas mal. Alors attends, faudrait que je retrouve le nom du scénariste. Je l'ai pas sous les yeux. Bon, après, c'est vrai que ça reste un événement marquant. Alors, j'ai cru comprendre, Siegfried, la dernière fois qu'on en a discuté, que pour toi, la mort d'Alfred avait pas été super impactante. En tout cas, c'était moins... il n'y a pas assez d'émotion dans cet événement quand même majeur dans l'univers de Batman, j'ai envie de dire. Hein.
pour moi, c'est une catastrophe. Enfin, pour un événement qui est finalement l'événement qui change le plus le statu quo dans tout le run de King, c'est rushé et c'est mal mis en scène d'un point de vue à un point catastrophique. Là, on a un gros plan sur Damian qui regarde avec horreur quelque chose devant lui, puis on a une splash page de Bane qui tord le cou d'Alfred, et tout à coup, la planche d'après, on repasse à Catwoman qui dit à Batman, ça y est, on est prêt, on va se battre. Et elle est où l'émotion dans ces planches? Enfin, c'est tellement... elle arrive plus tard, puisqu'ensuite Oui, t'as mais un que- chapitre entier qui est dédié aux ça- mots oui, mais d'Alfred. ça veut dire que le moment où Alfred meurt, on n'a aucune émotion qui passe. On n'est même pas surpris que ça. Et j'ai vu énormément de commentaires de lecteurs au moment où ce numéro était paru qui disaient Alfred n'est pas mort, c'est à tous les coups c'est gueule d'argile. Et il y a vraiment des gens Non, qui mais étaient persuadés que y a- c'était un truc, que c'est gueule d'argile. Et c'est pas faux parce que ça paraît tellement fake qu'on n'a pas envie d'y croire. C'est pas que l'événement C'est est ça. trop gros, c'est que Ah, il y a tellement, on n'est même pas si choqué que ça parce que ça paraît juste bizarre, ça paraît juste déplacé. D'autant que on rappelle quand même que Bane avait dit à la Bat Family ne venez pas m'affronter parce que sinon je tue Alfred. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a Damian qui arrive tout seul pour essayer de combattre Thomas, qui n'a absolument aucune chance. Il se fait évidemment enlever et capturer par Thomas et par Bane. Et on se dit bah évidemment qu'il y a un truc. Enfin Damian il aurait jamais suicidé comme ça Alfred sans aucune raison et sans un plan. Eh ben si. D'autant qu'on découvre quand même dans les numéros suivants un appel entre Batman qui donc est sur sa fameuse plage, sur son espèce d'île paradisiaque, et Avec un look à la top. ouais ça c'est ça, et qui explique son plan et qui dit bon bah voilà j'ai envoyé Damian combattre Thomas et on sait qu'il va se faire on sait qu'il va se faire capturer et ça va être l'otage de Thomas et on aura un otage à l'intérieur. Ah ouais, donc Batman est comme ça, il est tranquille, il est en train de boire des cocktails sur son jacuzzi et il décide de tuer Alfred. Il croit Puisque on nous dit qu'il envoie Damien justement parce que Alfred lui a envoyé une lettre avant en lui expliquant qu'il s'était évadé, etc. Tu sais, il y a cette histoire-là Oui, Alfred qui explique pourquoi Batman décide d'agir et d'envoyer Damien. Non, mais la lettre était pas un fake. Je me souviens, c'est pas Thomas Wayne qui dit à Alfred écrit cette lettre-là. Non, c'est Alfred qui l'écrit justement pour faire bouger les choses parce qu'il sait que Batman ne bougera pas tant qu'il sera détenu en tant qu'otage et en fait c'est lui qui décide de se sacrifier pour que Batman revienne reconquérir Gotham quoi. Ouais, voilà, enfin c'est un plan qui n'a pas grand sens et que franchement que Batman au moment où il est en train de se reconstruire on voit Damian comme ça au casse-pipe tout seul. Alors que Thomas pourrait aussi simplement le tuer, ou Bane pourrait simplement le tuer. Enfin, pourquoi est-ce qu'il pourrait garder Alfred comme otage et tuer Damian par exemple, ou tuer les deux. Enfin, c'est juste quelque chose totalement d'autant plus d'inconsidéré que Batman est en train de siroter des mojitos sur sa plage. Et ça, tu penses que ça fait partie de ce qui a été coupé? Bah, c'est ce qui apparaît en tout cas clairement dans les comics. Et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangé. On peut comprendre que Batman ne soit pas à Gotham s'il est en train de se reconstruire physiquement. Enfin, quand il était dans sa chaise roulante après Nightfall, bah, on comprenait qu'il allait pas se battre. Mais là, on est quand même Gotham est complètement ravagé, Alfred est otage, puis Damian est otage, et Bruce il a l'air un petit peu déprimé, mais enfin, physiquement, il a l'air quand même relativement au top de sa forme, et il marche tranquillement sur la plage avec Catwoman, ils font des petits entraînements, un petit peu d'escalade, quelques cocktails, ils dorment bien. Et on se demande juste, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Il était à Gotham quelques fascicules avant, en train de se cacher, et tout à coup il prend des vacances au moment où toute la Bat-Family est en train de se battre pour essayer de survivre à Gotham. Est-ce que c'est Batman ça? Batman, ça a toujours été celui qui se bat jusqu'au dernier souffle. Je pense que c'est là qu'on sent le côté d'ici à dit à King, non, ton run fera pas 100 numéros. Ça fait Je pense que si le run faisait 100 numéros, on aurait peut-être eu un développement plus complet, mais un développement un peu plus, il a dû rusher un peu certains éléments. Voilà, là, je pense que là on sent le rush par contre. Là, il y a un truc qui passe pas quand on voit Batman sur une plage et Alfred qui meurt à côté. Enfin, forcément, on a du mal à croire à la mort d'Alfred. C'est ça. Mais il est mort. Ouais, après voilà, c'est vrai que je pense que c'est l'élément le plus marquant. Il y a eu le mariage avant ça. Il y a eu des moult rebondissements avec Bane, le retour de Thomas Wayne depuis Flashpoint dans l'univers principal, dans la continuité principale. De toute façon, il fallait que la mort d'Alfred, je pense que c'est l'élément le plus marquant du run. Il fallait que King marque son passage sur Batman.
si c'était pas le mariage, ça a été la mort d'Alfred. C'était l'un ou l'autre. C'était Ouais, soit mais- il mettait Batman avec Catwoman en mariage, soit il tuait un Ouais, même personnage. si, après, Batman et Catwoman, même si au final il n'y a pas vraiment un mariage, il y a quand même Ouais, une ils sont union qui ensemble, se, ils sont ensemble, voilà, oui, il y a voilà. une union qui est quand même officialisée en Ils quelque se sorte. marieront jamais, mais ils sont ensemble. C'est voilà, on comprend à la fin du run que ils vivent très bien comme ça. Oui, et puis de toute Ils ont façon, pas ça besoin de renvoie sur mariage. la suite qu'on a évoquée tout à l'heure avec son récit Batman Catwoman qui arrivera bientôt. Donc je pense que Voilà. on Puis est dans après, cette il y a logique-là. d'autres. Je pense qu'il y a un, un ami assez rigolo avec les cheveux verts qui va bientôt s'en mêler. Donc, Oui, voilà. oui, bien sûr. Voilà, Oui, Bah, je parce pense surtout que que qu'il ça faut finit couper sur le ça. Joker, évidemment. voilà, je pense que Encore. si le Joker met pas son grain de sel là-dedans, voilà, ça va être obligatoire, je pense. Pour Justement, c'est... info, Ouais. désolé Secret de Non, t'interrompre. vas-y. Pour info, le Batman Pennyworth Rip, il est écrit par Peter G. Tomasi et James Tynion Ford. Et au niveau des artistes, D'accord. il y a plusieurs artistes qui se succèdent dessus. D'accord. Ok. Voilà. Oui, c'est toi, Nico, qui disait qu'il y avait quand même tout un numéro pour étudier l'impact de la mort d'Alfred sur Bruce. Ce numéro, c'est quand même le 83. Donc on est littéralement deux numéros avant, le 83, donc on est littéralement deux numéros avant la fin du run. Donc en termes d'étude d'impact de la mort d'un personnage sur un run, c'est quand même extrêmement tardif. C'est vraiment étonnant de faire ça. D'autant que tout le run de King est quand même construit autour de cette idée de repenser qui est Batman et donc casser Batman pour le reconstruire à la fin et pour revenir à un vrai Batman qui est revenu à son essence. Sauf que là, Batman, il vient de travailler, il a été brisé, il s'est reconstruit sur la plage, il revient à Gotham en pleine forme, et à ce moment-là, il est de nouveau brisé par la mort d'Alfred. En termes de déconstruction, reconstruction du personnage, ça n'a pratiquement aucun sens. Et du coup, en un numéro, il faut de nouveau le briser, et qu'à démarrage, il soit de nouveau déterminé à battre Bane. Enfin, c'est quoi ce développement psychologique hyper rushé? Pourquoi ça Oui, arrive à ce moment? battre Ben et puis aussi défier son père. Voilà, Aussi, qui fait partie de cette reconstruction finale, on va dire. Pourquoi est-ce qu'on le rebrise à la toute fin, à un moment où on avait dit au lecteur, ça y est, il est reconstruit? Pourquoi est-ce que alors que la mort d'Alfred, ça aurait été parfait de la faire intervenir plus tôt dans le processus de destruction du Chevalier Noir. Là, c'est vraiment très curieux, d'autant qu'ensuite Je pense que c'est peut-être pour le pousser une dernière fois, genre la petite goutte d'eau qui fait que éventuellement il pourrait tuer quelqu'un. Tu le sens quand il arrive pour affronter son père. Moi, dans ces pages-là, je me disais, c'est pas possible, il va le tuer. Concrètement, Oui, puis il il arrive, sincèrement, il il va le annonce tuer. direct pour Parce que Alfred. voilà, je me dis, concrètement, si t'as la mort d'Alfred, derrière, Batman tue la personne qui l'a tué. Ouais, mais justement, le problème, c'est que là, la question, elle a déjà été posée 2 fois. Dans la guerre je sais plus comment c'était traduit en français, la guerre des blagues et des énigmes. la guerre des glaces et des énigmes, ouais. Ou je sais pas quoi, il explique quand même clairement à Catwoman qu'il n'est plus un héros parce qu'il a failli tuer le Sphinx, mais que c'est le Joker qui l'en a empêché, mais que sinon il aurait tué le Sphinx. Et puis ensuite, je sais plus quel autre personnage il craint de tuer. J'avais ça il y a une minute, là j'ai un trou. Enfin, il y a au moins 2 fois dans le run où il manque tuer. Où il manque tuer quelqu'un et il se dit mince, je suis plus un héros et ça fait partie de son processus. Oui, il tabasse très 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 violemment Mr. Freeze juste après juste après le non mariage et il pourrait le tuer aussi. Enfin, il y a 2 fois où on montre à quel point il a besoin de redevenir un héros parce que justement il franchit une limite. Enfin, il n'arrive plus à comprendre quelles sont ses limites, les limites de son héroïsme. Et c'est justement ça qui avait initié le processus de déconstruction et de reconstruction du héros. Mais là, on est après tout ça. Il est déjà passé par ces étapes-là. Donc, est-ce que finalement, c'est vraiment le moment de reposer une question qu'on avait déjà posée vers le numéro 30 et vers le numéro 51, 52? Alors qu'il est supposé justement avoir retrouvé l'essence de son héroïsme. Je pense que la conclusion de Batman Rebirth, en fin de compte, c'est pas juste une conclusion de l'ensemble du run, mais c'est plus une conclusion dans le sens je reprends tous les éléments qu'ont fait mon run et je les rassemble dans une conclusion qui va rappeler tout ça. Donc t'as Catwoman, t'as cette déconstruction, reconstruction, cette limite de Batman tué pas tué, tous ces éléments qui ont construit le run de King, il les reprend dans sa conclusion elle-même, qui elle-même du coup représente en fait le run. Je pense d'une certaine Oui, mais manière. voilà,
c'est juste un peu maladroit parce que quand tu disais au lecteur, je vous inflige Nightmares pendant 15 fascicules, il va rien se passer parce que vous comprenez, il se détruit parce qu'il va se reconstruire après, et qu'ensuite tu dis, vous savez quoi, je l'ai déconstruit et reconstruit sur 80 numéros, mais on va tout refaire en un volume, et donc vous allez, on va remettre tout à zéro. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, si tu veux vraiment montrer un processus psychologique d'évolution du personnage, il faut qu'il évolue à un moment donné, pas tout refaire à un moment. C'est un peu tard, c'est pas comme ça que ça marche. D'autant que le numéro 84 ensuite, c'est juste un flashback sur tout le parcours de Thomas Wayne, qui est d'ailleurs très réussi. Et du coup, il y a plus que le 85 pour vraiment conclure. Bon, bah effectivement, on sent qu'à la fin, il a voulu impacter toutes ses idées dans le moins de fascicules possible. Et ouais, je sais pas. Ça va un peu vite, ouais. Ça fait que j'ai rien ressenti sur les derniers numéros, et c'est dommage parce que scénaristiquement c'est bien fait, c'est satisfaisant, mais franchement c'est pas à la hauteur d'autant d'attentes et d'autant de frustrations sur autant de numéros où il se passait rien, qui était très intéressant pour réfléchir sur Batman, et qui du coup n'aboutissent pas à ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'explosion du personnage qu'on pouvait quand même espérer après un si long processus de déconstruction-reconstruction. Ouais, c'est vrai. Là où je comprends Siegfried, c'est que dans les New 52, lorsque Robin meurt, le Batman et Robin 17, il n'y a pas de bulle, il y a juste des dessins et on comprend la peine qu'a Batman, et pendant plusieurs numéros après on le voit faire son deuil jusqu'à vouloir aller sur Apocalypse pour pouvoir le faire revenir à la vie. Donc voilà, là on voit vraiment cette déconstruction, et il se reconstruit au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure t'as ses alliés de la Bat-Family d'abord, puis après de la Justice League qui l'aident à faire son deuil, alors que là on n'a pas du tout cette impression. Et ce qui est dommage, parce que là, pour le coup, on a l'impression que limite, il a eu plus de peine à perdre son fils que à perdre l'homme qui l'a éduqué, au final. Donc son père de substitution. On a cette impression-là, alors qu'au final, les peines doivent être à peu près de même hauteur, quoi. Oui, c'est pas très honnête. Enfin, s'il tue un personnage comme Alfred, c'est lui qui devrait traiter le processus ensuite de deuil d'Alfred. Le tuer en toute fin de run et laisser au scénariste suivant le soin de le traiter, bah non, enfin c'est quand même c'est un peu dur. C'est un peu dur quand même. C'est le scénariste de l'introspection, du deuil, de la torture psychologique, etc. Et il balance une mort à la fin, et il laisse aux autres le soin de la traiter. C'est pas normal comme manière de faire. Personne n'est mieux placé que lui pour le faire. Tu parlais d'un pied de nez tout à l'heure par rapport aux éditeurs. Peut-être que c'est aussi là une façon de dire, bon, vous m'auriez laissé mes 15 numéros supplémentaires, j'aurais pu faire quelque chose de mieux. Je sais pas. Alors par contre, j'ai hâte de voir. Je sais pas. J'ai hâte de voir comment ils vont faire, s'ils veulent faire revenir Alfred, comment ils vont le faire revenir. Et franchement, je le dis maintenant, après plusieurs mois de recul par rapport à ça, ce serait con de le faire revenir concrètement, parce que là, bon, voilà, on sait très bien qu'il reviendra. Non, d'un côté, ça revient à ce qu'on disait la dernière fois quand on parlait de qui va suivre Batman, c'est qu'à un moment, au bout de 80 ans, le personnage, voilà, on a peut-être envie qu'il y ait quelque chose qui avance aussi, que ça sente que ça fasse 80 ans que le personnage existe, quoi. Faut peut-être faire bouger les choses. Après, je sais pas comment. Faut pas que ce soit trop ridicule non plus, quoi. Je suis d'accord, mais bon, après. Dans le livre de Siegfried, on parle déjà d'une première mort d'Alfred, qui revient avec les puits de Lazare, il me semble. Siegfried, si je dis pas. Oui, enfin, Alfred meurt plusieurs fois dans les comics. Oui. Il y a eu une première fois où ça s'est passé comme ça, où il voulait faire revenir Alfred un peu en méchant, et au final. Oui, il devient the outsider. Voilà. Le fameux. Okay. Un truc comme ça, ce serait ridicule, je trouve. Enfin, personnellement. Je pense qu'il y aurait l'idée, parce que, en fait, j'adorais l'idée de The Outsider, donc, Alfred était sacrifié pour sauver la vie de Batman et Robin, et il y avait une espèce de scientifique fou qui l'avait ramené à la vie, mais du coup, il avait perdu son identité, et tout ce dont il se souvenait, c'est que, bon, il était méchant, on sait plus trop pourquoi, c'est un truc de comics, quoi, mais du coup, il connaissait tous les secrets de Batman. Et ce qui fait que pendant plusieurs numéros, Batman faisait face à un super vilain hyper puissant qui connaissait absolument tous ses secrets, mais ne savait absolument pas qui c'était. C'était vraiment un énorme mystère du comics, qui était de savoir, mais qui est ce Mr. Outsider qui semble tout savoir, l'identité secrète, l'emplacement de la Batcave. Comme Silence, quoi. Ouais, mais c'était vraiment assez fort, parce que c'était vraiment tous les secrets de Batman, et ensuite on découvrait que c'était Alfred. Enfin, je trouve que l'idée était assez géniale quand même. L'idée de voir un Alfred pour une raison de comics quelconque, qui devenait méchant et qui utilisait tout ce qu'il savait sur Batman contre lui,
pour le coup, c'est beaucoup mieux que Silent, parce que Silent, tout à coup, on invente un personnage de derrière les fagots qui connaît comme par hasard tout de Batman. Enfin, on savait pas trop d'où ça venait, c'était un peu bizarre. Là, avec Alfred, ça avait comme de la gueule. Bon, le problème, c'est que c'était un vieux comic, c'est forcément, dans les vieux comics, le traitement psychologique des personnages, c'est pas ça. Mais enfin, il y aurait quand même quelque chose à faire avec un nouvel outsider, et ça serait ce serait pas nul comme manière de faire revenir Alfred. Enfin, ça serait mieux que de ressusciter en revenant dans le temps ou avec Après une nouvelle peut-être que crisis. la meilleure solution, comme disait Pelli, c'est de tout simplement le laisser mort un petit moment, et puis voilà, Ah, jusqu'à qu'il y ait un nouveau reboot, quoi. pour moi, soit on le fait mourir définitivement, soit on le fait revenir assez vite d'une façon intelligente. Mais faire semblant d'attendre 2 ans pour le faire revenir après, bon, ça. Non, je pense que la meilleure chose, ce serait de le laisser, voilà. Oh, tout à fait, ça serait pas mal. Ce serait pas mal. Ce serait mais pas mal. pour une mort définitive, j'aurais aimé que ce soit mieux traité que ça et que voilà, King le fasse lui-même. Ça, c'est vraiment bizarre. C'est ça. C'est malheureusement pour une mort définitive, c'est un peu. On perd une sacrée occasion. C'est un peu juste, quand même. Et je comprends pas qu'il ait pas scénarisé le Batman Pennyworth Rip dont tu parlais. Ouais, voilà. Ça aurait dû être à lui de le faire avec Mitch Gerads, enfin un truc fort, quoi. Mais j'espère qu'ils vont le publier en VF. J'espère vraiment, parce que c'est ça. Tu vois, c'est typiquement le type de numéro qui pourrait faire l'objet d'un Batman Day ou un truc du genre. Je dis ça, j'en sais rien, aucune idée. Oui, je suis d'accord avec toi. Clairement, je suis d'accord avec toi. On verra bien. Après, ouais, on verra bien. Hein. En fait, c'est le genre de truc qu'on aurait bien aimé retrouver à la fin de ce Rebirth 12. Hein. Ou à la fin, voilà. Ouais, ou à la fin, ouais. Là, à la fin, il publie quand même l'annuel Four, dessiné par Furness McNorton, et qui sert pas à grand chose. C'est une espèce d'anthologie du quotidien de Batman, mais qui a pas grand chose. C'est sympa, mais ça. L'annuel Four, c'est pas avec, si on voit Alfred aussi qui aide Batman, on voit la réaction d'Alfred qui apprend à Bruce que ses parents sont décédés, non? Il y a pas, ou c'est le 3e annuel, je sais plus. C'est peut-être le 3e. Je crois que c'est le 3e. Ouais. Le 4, c'est vraiment juste des petites cases qui racontent ce que fait Batman tous les jours. Ouais, c'est le 3e qui était scénarisé par Tom Taylor. Le 3e était pas mal, tu vois, à mettre de mettre un annuel centré un peu sur Alfred. Ouais, tout à fait. Le 2 et le 3 étaient vraiment assez forts, mais là le 4 il sert un peu à rien, et pour le coup il aurait été pas mal de le virer pour mettre vraiment ce numéro sur la mort d'Alfred. Enfin, ça aurait vraiment été plus intéressant, parce ouais, je sais pas dans quel autre format on pourrait le publier, parce que l'offrir en Free Comic Book Day, par exemple, c'est quand même un truc qui spoil la fin du run de King. Je sais pas dans combien de temps en France on sera prêt à faire un truc pareil. Bah là, si on compte le Batman Day, c'est en septembre, si je dis pas de bêtises. Ouais. Fin septembre. Le Batman mi-septembre, comme ça, ouais, fin septembre. Clairement, si tu pars du principe qu'ils veulent tout de suite ressortir un prochain numéro de Batman, je sais pas, vers novembre, il pourrait parfaitement en septembre caler. Ouais, bon, après, on spécule beaucoup, on verra bien, mais... Non, Urban, si vous nous écoutez, hein, c'est le moment. On sait que vous nous écoutez, donc... Voilà. Bon, bah, ça marche. Je pense que, vu qu'on est vachement parti dans le futur et dans ce qui va se faire par la suite, notamment au niveau d'Alfred, on a peut-être fait le tour de notre bilan sur Batman Rebirth, avec une fin qui aura pas totalement satisfait tout le monde, notamment Siegfried. Mais effectivement, bon, on sent que le run a été un petit peu coupé de quelques numéros. Tu voulais rajouter un truc, Pelli? Ouais, juste peut-être un petit mot sur sur Thomas Wayne et Bane. Je trouve que le duo est plutôt, c'est assez surprenant de voir ce duo de vilains. Ouais, mais je le trouve intéressant. Ouais, il fonctionne plutôt bien. Et puis la fin, je trouve, quand ils sont tous les deux dans à Arkham et que Bane brise le dos de Thomas Wayne à la manière de Nightfall. Ça te plaît, ça? J'ai bien aimé. Et Thomas Wayne, on en vient à le détester, vraiment. Il en vient un personnage détestable, même si on a c'était le numéro 84, quand on a un flashback sur toute l'histoire de Thomas Wayne. On a un flashback inversé, en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure. On va plus profondément dans le passé de Thomas Wayne. Donc c'est plutôt bien fait et ça explique beaucoup de choses. Mais, oui, notamment comment il arrive là et tout ça. Ce qui s'est passé dans son univers. Donc ça vient apporter pierre supplémentaire à l'univers Flashpoint. Donc c'est intéressant. C'est ça. Et le duo fonctionne plutôt bien et je regrette même qu'on ne voit pas Thomas Wayne un peu plus tôt dans le run. Ça aurait été assez cool, mais voilà, le duo est vraiment bien ancré et c'est surprenant de les voir tous les deux, mais ça fonctionne bien. Et je pense que Bane, pendant pas mal de temps, on va pas le voir sur Batman. Il a été utilisé à foison là. Ouais, je pense, ouais. Mais,
Thomas, je le trouve un peu sous-exploité, c'est un peu dommage parce que quand il œuvre, comme tu disais, avec Gotham Girl, qui lui sert un peu de Robin, on sent vraiment qu'il a Ouais. une tendresse pour elle et qu'il essaie de la Ah oui. protéger. Il donne même un bisou sur le front, même quand elle est C'est alitée. Quand il est face à Damien, il refuse de le tuer parce qu'il n'arrête pas de l'appeler son petit-fils, même quand Damien lui dit, mais je suis pas ton petit-fils puisque tu viens d'un univers parallèle. Il appelle vraiment son petit-fils, enfin, et vraiment que d'humain, il est vraiment très fort. Puis, quand c'est ce numéro 84 qui est super bien dessiné par Fornes avec tout le flashback, enfin, on sent vraiment un personnage humain. Et finalement, ça donne pas lieu à grand chose. Finalement, c'est comme un super vilain de pacotille, dont la seule motivation, c'est de faire comprendre à Batman qu'il serait plus heureux en épousant Catwoman qu'en restant Batman. Et pour ça, il est prêt à tuer tout le monde. Ah, ok. Donc, t'es un super héros dans ton monde et ton but c'est de sauver, sauver la perspective de bonheur de ton de ton fils, et tout ce que tu vas faire, c'est tuer tout ce qu'il aime. Enfin, et donc, disons qu'il y a, C'est un petit peu radical, mais... ouais, disons qu'il y a, Ah, c'est dommage c'est- parce que il y a tellement de petits moments où on sent qu'il y a un effort un effort de traitement humain de Thomas que finalement ça fait pas du tout sens avec ce qu'il fait en vrai, et ça c'est un petit peu dommage. Et du coup au moins à la fin dans le numéro 85 on nous épargne une grosse méga bagarre entre Thomas et Bruce. Thomas, enfin, ils tombent presque dans les bras l'un de l'autre. Enfin, Oui. Thomas abandonne le combat parce qu'il comprend qu'il a tort, donc ça quelque part c'est assez bienvenu, et Oui, ça c'est il bien que ça comprend arrive qu'il après. n'arrivera pas à faire changer Batman, quoi. Ouais, puis surtout, il comprend que Batman a trouvé, enfin que Bruce a trouvé en Batman une voie finalement plus saine que ce qu'il croyait. Tout à fait, ouais. Il travaille pas ce passif de bonheur, mais au contraire, c'est au point qu'il combat avec Catwoman et que finalement leur mariage se fait par leur combat commun grâce au costume. Et ça c'est assez beau, mais on aurait aimé que Thomas soit un peu plus que ça, d'autant que, enfin, on comprend qu'il meurt à la fin. Je sais pas si c'est comme ça que vous l'avez compris, qu'il est tué par Bane. Alors, il est pas s'il est vraiment tué par tué, et Bane, on sait qu'il lui brise le dos. mais il a après, pris cher. Il a pris cher. Ah, parce que Bane dit quand même, Bane dit quand même Bah, quelque c'est la chose fin de qui Batman. laisse sous-entendre qu'il le tue, et on voit pas très bien pourquoi il le serait vivre, d'autant que Thomas avait quand même tiré dans la tête de Bane, donc on sait même pas comment Bane survit, mais bon, ça c'est un truc de comics. Ouais. Moi je pensais qu'il était mort à ce moment-là, et je trouvais ça chouette de tuer Bane parce qu'on l'avait assez exploité, mais enfin, je vois pas pourquoi il casserait juste le dos de Thomas, enfin, on verra. Non, je mais... pense que c'est. Après, je crois que c'est parce que Thomas avait promis à Bane que Bane pourrait tuer Batman. Et du coup, le fait que Bruce Wayne s'en sorte, il y a une sorte de transfert et Bane, du coup, tue Batman. Tuant Thomas Wayne, ouais, tue Batman, Bane quoi. tue Batman en quelque sorte, quoi. Du coup, il y aura plus de sens à ce qu'il Voilà. le tue. Effectivement. Donc bon, après, Enfin, je sais pas si le personnage de Thomas Wayne va être réutilisé plus tard. On verra par rapport à la suite. Dans la Ouais. continuité principale. Mais ça, c'est encore une chose qui est pas très bien faite. Sur une toute fin de run, on aimerait bien savoir s'il tue Thomas ou pas. Enfin, il lui brise le dos sur une planche et on sait même pas quelles conséquences ça a pour la suite. Et ce qu'on est supposé comprendre dans cette planche. Ouais, mais après, en même temps, ça laisse ouvert, ça laisse la possibilité aux auteurs suivants de dire, bah, si je le veux, je peux l'utiliser, si je le veux pas, je le laisse, mais... Oui, mais tu peux le laisser dans tous les cas, qu'il soit vivant ou mort. Enfin, je trouve que sur une fin de run, c'est quand même le moment où on est supposé répondre aux questions et pas juste poser une grosse question qui est que, tiens, Batman casse le dos de Thomas, donc peut-être qu'il l'a tué, peut-être qu'il l'a pas tué. Ah, vous verrez, moi je me prononce pas. C'est vrai que là aussi, Fred n'a pas tort. C'est vrai que Snyder, par exemple, sur sa fin sur la fin de Endgame, par exemple, il sous-entend que Bruce Wayne est mort, mais non, direct dans les dernières pages, on voit qu'il est en vie. Donc voilà, il répond directement à cette question. Bon, là, c'était le héros, donc on savait très bien qu'il n'avait pas tué Bruce Wayne. Ce serait complètement fou de faire ça, mais voilà, il le montre derrière que il est encore en vie, que tout va bien. Ouais. Donc là. Il aurait pu juste ne pas nous montrer cette planche de Bane. Je sais pas, moi, bon, après, la planche est vraiment jolie. bien aimé. Ah non, mais. Non seulement la planche est jolie, et puis même, je trouve ça, au niveau de la symbolique, c'est super. Oui, le moment est super réussi. Mais voilà, qu'on ne sache pas ce qui se passe vraiment. Voilà. Je sais pas, l'avenir le pied nous de nez dira. encore, c'est le pied de nez. C'est ça. C'est le pied de nez Gate. L'avenir nous le dira, mais l'avenir ne nous dira pas ce que King voulait dire par cette planche. Et c'est ça qui est un peu dommage. Parce que King est tellement fort pour faire des récits autocentrés et indépendants que là, laisser une porte aussi grosse ouverte au scénariste suivant, ça ôte un peu de la cohésion de son... Il en a pas, de toute façon, il en a pas laissé qu'une de porte ouverte, hein, oui. Il a laissé le cas Alfred, il y a le cas Thomas Wayne, il y a le mariage de... Est-ce que un jour il y aura un mariage avec Catwoman et Batman? Il laisse ça au prochain scénariste. Gotham Girl, pareil. En fait, il a laissé là les portes ouvertes pour le prochain scénariste. Oh, mais là, c'est une sacrée porte. Un peu égale à ce qu'il fait avec Gotham Girl, effectivement.
Là, c'est un Ouais. portail. Oui, il fait ça sur, plusieurs éléments, hein, comme le C'est DPI, voilà. Mais effectivement. derrière, c'est pas mal parce qu'il laisse le choix, c'est-à-dire que le prochain scénariste, je sais plus qui c'est. C'est Jameson Ford. James Tynion Ford. Il laisse le choix à James Tynion Ford de prendre n'importe quelle intrigue et de dire, ok, je vais développer celle-là vite fait dans mon run. Et il me semble que, si j'ai bien compris, et j'ai feuilleté les premières issues de James Tynion Ford, James Tynion Ford, il en prend aucune. Non, bah non, c'est un Ah peu. oui, il part dans un truc totalement différent. Voilà, Ouais. il part dans un truc complètement différent. Il ne prend aucune de ses intrigues. Alors je pense qu'après, par la suite, une fois qu'il y aura Joker War, je pense qu'à mon avis, il va quand même tirer une ou deux ficelles, parce qu'à un moment, t'es obligé. Bon, après, on verra bien, on spécule un peu, mais... Oui, bah, comme d'hab, de toute façon, c'est... Mais voilà, disons que pour moi ça résume un peu mes impressions sur la fin, en tout cas du run de King, c'est que pour un scénariste qui se doutait bien des logiques du comic, c'est-à-dire que le scénariste suivant fait absolument ce qu'il veut et n'est pas du tout contraint de continuer quoi que ce soit que lui a posé, bah, il aurait pu faire un peu plus attention à boucler certaines choses, à ne pas ouvrir de trop grosses choses et surtout à dire ce qu'il voulait clairement. Parce que là, du coup, ça laisse un sentiment d'inachevé à la fin de son run, qui est un petit peu dommage, parce si on se souvient, on se rappelle un peu du run de Morrison ou du run de Snyder, par exemple, on avait quand même des fins qui étaient fortes. C'est vrai. Là, on a quand même une espèce de fin en demi-teinte où, oui, il a fini son arc de Thomas et de Bane, mais est-ce qu'il a vraiment fini son run? Bah, je sais pas trop. L'impression que j'ai, c'est qu'en fait, il aurait très bien pu terminer son run avec la mort d'Alfred. Hop là, un événement gros, bam, il le finit. Mais sauf que là, il termine avec la mort d'Alfred, l'éventuelle mort de Thomas Wayne, le non-mariage de Batman et Catwoman. En fait, il laisse tellement de trucs qu'à force, on a envie de dire, ouais, non, là, on a vraiment l'impression qu'il a pioché ça au pif, et alors qu'il aurait très bien pu juste faire la mort d'Alfred, ça aurait été largement suffisant, voilà, c'est... Ouais, mais en même temps, c'est plusieurs intrigues qui se sont conclues et qui ont rouvert d'autres intrigues éventuelles, parce qu'effectivement, il les ouvre pas vraiment, il laisse la possibilité à. Après, je vous trouve un peu dur en disant qu'il finit pas vraiment son run, parce que il est quand même, il finit quand même, il conclut beaucoup de choses. Après, il laisse les portes ouvertes pour la suite. Et je pense que c'est aussi peut-être un choix de la part des éditeurs de dire on ferme pas toutes les portes et on se laisse des possibilités. Après, il le finit pas comme par exemple comme Snyder a fini son run. Snyder, quand il a fini son run, il a dit voilà, l'histoire continue derrière. Donc après, le scénariste suivant, qui est Tom King, a pu lui repartir sur autre chose normale sans se prendre la tête. Alors que là, James Tynion Ford, putain, il a 4-5 possibilités. Ouais, mais on n'a pas les mêmes choses non plus. On sait qu'après New 52, on repartait sur Rebirth avec un reboot, etc. Donc on est vraiment sur... oui, mais c'est un reboot, mais chose différente. Au final, que ce soit sur New 52 ou sur Rebirth, la série Batman n'a jamais redémarrer à zéro. La série Batman, depuis le début le début de la création de Batman, l'histoire est restée continue. Il n'y a jamais eu c'est pas comme, oui, il y a une certaine continuité quand même. Voilà, il y a eu Flash où à un moment ils ont tout recommencé à zéro, ils ont dit allez, hop là, on commence tout à zéro, c'est reparti. Voilà, ou comme par exemple Justice League lors des New 52, ils ont tout recommencé à zéro. Oui, il y a une certaine continuité, mais il y a quand même un reboot qui se fait, alors que là, il y a une transition qui est beaucoup plus fine. Ce qui atténue aussi la portée du run de King, parce que du coup, ça va être cette continuité Batman va se faire à travers plusieurs scénaristes plus ou moins forts, parce que Tynion Ford n'a pas non plus une vision aussi forte que celle de King, là où Snyder ou Morrison avaient vraiment posé leurs pattes sur, c'était leur Batman à eux, quoi. Là, on n'aura pas une présence. Je pense qu'à mon avis, de toute façon, la réponse pour Alfred, tout du moins, et même, à mon avis, pour Gotham Girl aussi, on l'aura dans Metal. Concrètement, je ne vois que cette série-là qui puisse réinjecter un Alfred ou quoi que ce soit. Sans que ça puisse... J'espère vraiment que Metal, c'est le côté parallèle qui je le sens gros comme une maison, moi. Tu vois le truc. Voilà. Bon, on verra bien. Je pense on spécule beaucoup. Ouais, mais après, pour l'instant, ils sont plutôt dans la logique de laisser Snyder faire son truc de son côté, et de pas le laisser avoir trop d'impact sur les séries Batman et les comics. Lui, il essaie de s'incruster. Snyder, il a dit qu'il remettrait de l'ordre dans la continuité d'ici. Ouais, tu parles. Donc voilà. Sur cette belle citation, je pense qu'on va conclure parce que là, on s'égare trop. Justement, pour finir sur une note positive, qu'est-ce que vous avez préféré, quel moment vous avez préféré ou l'arc que vous avez préféré vous dans le run de King? Oh là là. Grosse question. Ian Bane.
quand Batman va à Santa Prisca. Le tome 2. Ouais, Clairement. c'est Clairement. pas mal, c'est J'ai pas mal. adoré. J'ai adoré ce côté, il monte une équipe suicide, il monte une équipe et tout. Un plan, t'as l'impression que le plan part en couille, sauf que non, le plan était défini depuis le début. J'adore. Ouais, moi j'ai du mal à en sortir un parce que c'est un ensemble que j'aime beaucoup, mais un qui ressort beaucoup. Je pense que c'est toute la préparation du mariage qui moi m'a beaucoup attiré. Mhm. Et toi, c'est Moi, j'hésiterais entre sur les toits. Les Ouais. deux numéros, je crois que c'est 24 et 25, parce que j'adore Mitch Gerads, je trouve que c'est le meilleur dessinateur de sa génération, et je trouve que là, il est vraiment magnifique, et pour faire deux comics purement romantiques qui sont absolument extraordinaires. Ouais, ils sont bien. En plus, bourré d'allusions aux premières rencontres entre Batman et Catwoman, avec toute cette histoire est-ce qu'ils se sont rencontrés dans la rue, comme dans Batman Year One, ou est-ce qu'ils se sont rencontrés sur un bateau, Ah, comme c'est dans bien leur fait, ça. première rencontre en Batman Year One. Enfin, c'est super visuellement, c'est magnifique. Enfin, c'est des vrais comics d'amour tels qu'on n'en trouve jamais dans la continuité, c'est super beau. Mais en termes pour un arc plus narratif, j'ai beaucoup aimé la guerre des blagues et des énigmes, qui est, enfin, je trouve que Ranin n'a jamais aussi bien dessiné que dans cet arc-là. C'est juste sublime. J'adore l'idée du Joker qui est incapable de rire, mais au point où ça devient pathologique. Je me rappelle, enfin, il tue par exemple un chauffeur dans une voiture en pleine course, et l'accident pourrait le tuer, mais il a tellement envie de rire qu'il essaie de provoquer des blagues, même si elles sont fatales. Et j'adore l'idée que c'est une grande guerre, mais contrairement à d'autres gros événements dans les comics, on n'a pas 25 tie-in, 25 crossovers, un gros event. On nous montre même à peine la guerre, c'est surtout dans des immenses splash pages. Enfin, c'est une guerre, une énorme guerre qui a un impact sur tout Gotham et qui est pratiquement traitée de façon expérimentale avec ce fascicule tout entier consacré au dîner qu'organise Bruce entre le Joker et le Sphinx et qui est absolument extraordinaire. Enfin, c'est un arc qui m'a vraiment beaucoup marqué et qui m'a vraiment convaincu du talent de Ranin plus que tout ce qu'il a pu faire d'autre. Vraiment beaucoup aimé. Ouais, bah là, je pense que c'est clairement, même le premier tome, il est beau, mais c'est vrai que là, il y a des planches qui sont sublimes, quoi, clairement. Et puis c'est là qu'il crée Kiteman, et ça, c'est rien que pour ça. C'est clair. Bon, bah sur ce, je pense qu'on va rester sur une belle note positive dans ce podcast. Puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos avis sur ce podcast, vos avis sur le run de Tom King sur Batman, dans les commentaires, soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, ou sur notre site internet, bien sûr. Hein. Sur ce, merci Pili, merci Siegfried pour votre présence sur ce podcast. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.